Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir virtuellement ce soir pour cette conférence sur les enjeux des élections municipales. Merci à Madame Émilie Thuillier, mairesse d'arrondissement à Hansé-Cartierville du parti Projet Montréal et à Monsieur Aref Salem, conseiller pour le district Norman McLaren à Saint-Laurent du parti Ensemble Montréal, d'être des nôtres pour nous expliquer les priorités et les projets d'envergure de leurs partis respectifs. Quelles promesses concernant la taxation foncière et le rapport des augmentations? Le transport en commun gratuit pour les aînés, les ascenseurs dans les stations de métro, les ventilateurs pour les habitations à loyer modique, la langue française comme langue officielle de Montréal, et bien d'autres sujets encore. Avant de laisser la parole à nos invités, je veux juste donner quelques informations pour que la conférence se déroule le mieux possible. Chers amis, vous avez pu remarquer que vos micros et vos caméras sont coupés. C'est juste pour des raisons techniques, pour qu'il n'y ait pas d'interférence sonore. Madame Thuillier nous adressera la parole pendant 15 minutes. Elle sera suivie par Monsieur Salem, qui nous adressera à son tour la parole pendant 15 minutes. Suivra une période de questions, durant laquelle vous pourriez allumer vos caméras, mais pas vos micros. Nous inviterons la personne qui a une question à allumer son micro pour poser sa question. Vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet « Discussion » ou « Chat ». À 21h, après la période de questions, nous vous demanderons d'allumer micro et caméra pour une petite période d'échange amical. Merci à tous pour votre écoute. Je suis Claudie Ayas et au nom du comité culturel d'entraide Bois de Boulogne, je vous souhaite une bonne conférence. Et voilà, sans plus tarder, nous cédons la parole à Madame Thuillier. Si vous voulez bien activer votre microphone, Madame Émilie Thuillier. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Bonsoir, Madame Ayas, merci pour votre invitation. Bonsoir tout le monde, chers membres d'Entraide Bois de Boulogne. Donc, c'est toujours un peu bizarre là, de se parler de manière virtuelle comme ceci. Bonjour Aref, collègue à l'Hôtel de Ville. Alors justement, je vous ai mis une belle image là, de notre salle du conseil à l'Hôtel de Ville derrière moi. Donc, mon Dieu, on pourrait parler tellement longtemps. Alors, je me mets dans le 15 minutes. Je commence par des priorités, puis après, je répondrai à des questions plus précises, les questions que vous aviez posées. Donc, vraiment, les priorités pour notre équipe, donc Projet Montréal et Valérie Plante. On a la réponse à la crise du logement, la sortie de la pandémie, puis la relance de Montréal, l'environnement et la réponse à la crise climatique, l'inclusion, la participation publique et l'amélioration des services municipaux. Donc, au niveau du logement, c'est un très grand dossier, puis un grand enjeu, je pense, de cette élection. Vous avez peut-être vu, nous avons voté au conseil municipal ce qu'on appelle le règlement pour une métropole mixte. Pour la première fois, la Ville de Montréal se donne la possibilité d'exiger aux promoteurs qui construisent des logements de faire à même leur projet des logements sociaux et des logements communautaires et dans le secteur de la ville, des logements abordables. Donc, je dis nous, puisque nous n'avons pas été unanimes, donc Ensemble Montréal a voté contre ce règlement, mais nous sommes vraiment persuadés. D'ailleurs, il y avait un article dans le journal aujourd'hui qui dit à quel point la stratégie d'inclusion que la ville a eue dans les 15 dernières années n'a pas permis d'atteindre les cibles de logements sociaux et communautaires. Et donc, pourquoi c'est important?
parce que nous croyons vraiment en une ville mixte partout. Puis, par exemple, on a autour du REM en ce moment, il y aura bientôt là, des grands développements immobiliers parce que les gens, évidemment, vont être attirés par les stations du REM, notamment autour de Bois-Franc. Et nous pensons que nous devons construire des logements pour tous et pour toutes autour de ces grandes infrastructures et partout dans la ville. La mairesse s'était donné un objectif audacieux dans notre dernier mandat de construire 12 000 logements sociaux communautaires et abordables, donc 6 000 de chaque côté. Et je vous dirais qu'on y est arrivé en grande partie du côté des logements abordables. On est à 7 300 logements, donc à 122 % de l'objectif. Et du côté des logements sociaux, bien, on est à 70 % de l'objectif. Et ça, on le fait sans notre nouveau règlement. Donc, c'est vraiment une prouesse. Et avec notre nouveau règlement, on va être capable de faire construire plus de logements sociaux et communautaires. Et pour des logements abordables, bien, nous proposons un total de 60 000 logements abordables. Justement, avec le nouveau règlement, bien, ça sera rendu possible. Et parce qu'on a certains secteurs de la ville avec des terrains municipaux là, sur lesquels on peut construire, donc notamment le site Louvain et l'hippodrome. Je passerai tout de suite à la sortie de la pandémie puis à la relance de Montréal. Bien, Montréal va bien. Hein, on a la meilleure reprise économique en Amérique, en fait, au pays. D'abord, on commence par le pays. Montréal est le premier au Canada. Puis la deuxième meilleure reprise en Amérique du Nord. Puis ce n'est pas par hasard, c'est vraiment parce que la ville, les élus, on a travaillé avec les partenaires du milieu économique. Bien sûr, il y a toute la question du centre-ville qui n'est pas évidente avec le télétravail. Puis, vous avez peut-être vu dans les nouvelles, là, hier, la mairesse a annoncé 7 mesures pour soutenir le centre-ville, notamment d'accompagner l'agrandissement du Palais des Congrès en recouvrant une partie de l'autoroute Ville-Marie, d'offrir le stationnement gratuit aussi, comme ça a été le cas l'année dernière, dans le centre-ville, le soir et les fins de semaine en décembre pour soutenir vraiment les commerçants durant le temps des fêtes et d'accélérer certains chantiers au centre-ville. Des chantiers, parfois, on est mieux de les faire plus rapidement, même si c'est 24 heures sur 24, que de les laisser s'étaler. Donc, vraiment, de poursuivre là, notre relance. On a aussi, vous savez, Projet Montréal, moi j'en fais partie depuis 16 ans maintenant, je suis dans ce parti. Ça a toujours été le parti de l'environnement et nous allons continuer à l'être. Nous avons mis la table pour une carboneutralité en 2050. C'est un objectif ambitieux, mais on pense qu'on va être capable d'y arriver. Puis, en fait, il faut y arriver. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est vraiment un objectif que nous devons avoir. Donc, on s'est doté d'un plan, hein, qui est le plan climat, que vous connaissez peut-être. On a aussi posé des gestes très forts dès notre arrivée. La première décision de notre mairesse, ça a été d'acheter 300 nouveaux autobus, hein, parce qu'on avait besoin de nouveaux autobus pour améliorer le service. Donc, ces autobus arrivent au fur et à mesure maintenant. On souhaite aussi prolonger la ligne du métro Orange jusqu'à Bois-Franc pour connecter avec le REM. D'ailleurs, c'est vraiment dommage que le gouvernement ne l'ait pas exigé dès le départ dans le projet. Ça aurait dû, à notre avis, l'être. Donc, on continue à travailler là-dessus. Le verdissement, planter des arbres partout en ville, 500 000 arbres, c'est une nécessité. Il y a des îlots de chaleur vraiment à certains endroits. Et bien, des mesures fortes aussi pour protéger les milieux naturels existants et faire en sorte que Montréal puisse continuer à compter sur des poumons verts, comme par exemple le Mont-Royal. Et vous avez peut-être vu là, dans les médias le parc de l'Ouest. Donc, on souhaite consolider le parc de l'Ouest avec des terrains déjà existants dans l'ouest de l'île et le parc de l'Est. Donc, il y a des terrains naturels à protéger aussi dans l'Est. On souhaite une ville pour tous, pour tout le monde, avec une participation publique. Vous avez peut-être vu, moi, dans mon arrondissement comme mairesse, j'ai lancé un budget participatif. Nous en avons fait même 2 dans ce dernier mandat. Donc, 2 fois un budget participatif. Les budgets participatifs, c'est un moment où les gens proposent des projets, les développent avec la fonction publique et votent pour ces projets-là.
Et on en a fait un aussi pour la Ville de Montréal, une première, 10 millions de dollars pour des projets, 7 projets finalement qui ont été choisis là, par plus d'1% de la population. Donc, on va continuer à faire des budgets participatifs. Dans notre arrondissement, on a mis en place des séances itinérantes du conseil d'arrondissement. Donc, au lieu de toujours faire nos séances au bureau d'arrondissement, on les fait dans les différents quartiers, parfois dans des parcs à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Et on voit que la population répond bien. On voit des nouvelles personnes qui découvrent le conseil d'arrondissement. Dans notre arrondissement, on a aussi un projet qui est attendu depuis tellement longtemps et Entraide Bois de Boulogne le connaît bien. Donc, c'est notre nouveau centre communautaire et culturel de Cartierville, hein, qui est en construction, en travaux en ce moment, ouverture au printemps. Donc, on a très, très hâte. Et on a aussi, dans toute cette démarche d'inclusion, on travaille à la Ville avec ce qu'on appelle l'ADS+, donc l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle. Donc, de faire en sorte que quand on prend des décisions publiques, qu'on les prenne avec des données et qu'on voit l'effet différencié des politiques sur les hommes, sur les femmes, sur les personnes racisées, parce qu'on voit que les politiques publiques ne sont pas neutres et évidemment, l'idée, c'est d'avoir la plus grande inclusion possible. Je vous dirais qu'on travaille aussi beaucoup sur l'amélioration des services municipaux. Depuis 2019, dans le Cartierville, on a un plan propreté. On a dépensé 1,6 million de dollars pour ajouter des ressources humaines, ajouter des équipements, ajouter des collectes. Pendant la COVID aussi, ça a été difficile. Les gens ont beaucoup utilisé les espaces extérieurs, donc on a ajouté vraiment des poubelles partout. Moi, je suis aussi membre du comité exécutif en fait, de la Ville de Montréal, responsable notamment là, de l'expérience citoyenne, des communications et du patrimoine. Et j'ai travaillé très fort sur le 311. Vous savez sans doute, là, quand vous appelez au 311, c'est le service pour faire des requêtes à la Ville de Montréal. Mais dans les dernières années, là, on pouvait attendre parfois 10, 20, 30, 40 minutes. Et donc, on a fait vraiment un travail extraordinaire. On a mis des ressources supplémentaires aussi parce que souvent, c'est ça. Là, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Et maintenant, quand vous appelez au 3-1, le temps moyen d'attente est de 1 minute. Et ça, on a réussi ça en 1 an et demi. C'est vraiment une grande fierté personnelle, je vous dirais, d'avoir réussi là, à améliorer ce service-là de manière aussi extraordinaire. Quelques grands projets, là, puis là, je parle plus pour notre coin, le nord de Montréal. Si vous avez des questions pour ailleurs, là, ça va me faire plaisir. Mais disons que dans notre coin, là, on veut vraiment réaménager le boulevard Henri Bourassa, qui en ce moment est un lien de transit. Il n'y a pas toujours le transport collectif qu'on souhaiterait. Il n'y a pas toujours le verdissement qu'on souhaiterait non plus, le transport actif. Donc, vraiment travailler sur Henri Bourassa, travailler sur de Salaberry aussi. On a aussi toute la rivière. Montréal est une île, hein, et puis on ne voit pas toujours bien la rivière. Donc, dans Annecy-Cartierville, on vient d'annoncer une promenade piétonne sur 11 km le long de la rivière. Des fois, ça va être sur Gouin, par exemple dans le bois de Saraguet, mais vraiment de donner une place prioritaire aux piétons sécuritaires le long de notre belle rivière. On travaille aussi sur des grands projets comme le site Louvain, qui est un écoquartier en construction bientôt là, dans Huntsic. Et on travaille aussi, puis je pense que tous les arrondissements travaillent là-dessus, là, sur l'apaisement de la circulation. Hein. C'est un des sujets majeurs. Je vois Aref opiner de la tête, là, vraiment un des sujets majeurs. Dans notre arrondissement, là, on veut mettre 100 dos par année. On construit des saillies de trottoir, des saillies verdis aussi pour mettre du verdissement en même temps. Et beaucoup autour des écoles, on a déjà fait. Et on va le faire aussi maintenant autour des résidences pour aînés. Donc, vraiment apaiser la circulation autour des résidences pour les aînés. Et évidemment, au niveau commercial, on a le district central. Ce matin même, là, la mairesse annonçait un projet extraordinaire de quartier innovant. Et dans notre secteur, c'est district central et Hodge-le-Beau dans Saint-Laurent. Donc, vraiment, là, de faire en sorte que ce secteur-là soit un quartier d'innovation avec des terrains municipaux à redévelopper et donc de manière très, très innovante. Au niveau des taxes, c'est vraiment, vraiment important.
dans notre promesse pour le prochain mandat, c'est de ne pas hausser les taxes foncières au-delà de l'inflation. On a d'ailleurs mis un cadre financier public pour la première fois de l'histoire de la Ville de Montréal. Et je vous dirais que le passé est garant de l'avenir. Dans notre arrondissement, puis c'est un peu comme ça partout à la Ville, là, dans le dernier mandat, on a augmenté les taxes de 5,8 % au total, donc sous l'inflation, alors que sous l'administration Coder avant, donc de 2013 à 2017, les taxes avaient augmenté de 7,4 %. Donc, vous voyez qu'on a moins augmenté les taxes dans le dernier mandat et on s'engage à respecter l'inflation. Et donc, c'est vraiment un engagement très fort de notre part. On a aussi tout le programme qu'on veut développer avec le gouvernement du Québec, parce qu'on n'a pas tous les outils en ce moment, de report de taxes foncières pour les aînés. Donc, à partir d'un certain âge, les taxes pour les aînés sont gelées, le montant est calculé et lors de la vente d'une propriété, la Ville, finalement, va chercher le montant de taxes qui était impayé et ça va permettre aux gens de rester plus longtemps, s'ils le souhaitent, là, dans leur maison. Le transport en commun gratuit, écoutez, c'était un de nos engagements très forts et c'est une priorité pour la mairesse de Montréal qui en a discuté avec la CMM et on a déjà fait la moitié du chemin. Donc, depuis le 1er juillet 2021, les aînés payent seulement 50 % du tarif qui était déjà réduit et on s'engage en 2023 à avoir une gratuité complète pour le transport en commun pour les aînés, pour vraiment faire en sorte que les aînés puissent se promener librement dans la ville et utiliser les transports en commun de manière gratuite pour tout le monde. C'est une mesure très importante, surtout pour les aînés là, qui ne voient pas leur pension finalement. Parfois, leur pension stagne. Donc, cette gratuité va vraiment venir les aider. Et quand on parle de transport en commun, les ascenseurs dans les stations de métro, là, il y en a déjà 17 stations qui en ont. La STM a un programme très rigoureux. D'ici 2025, donc dans les 4 prochaines années, là, il y aura 41 stations accessibles avec ascenseur. Et ça sert aux personnes âgées, mais on s'entend. Ça sert à tout le monde, aux gens avec les poussettes, ça sert aux gens qui ont des gros paquets. Et tout ça. Alors, il me reste une petite minute. Là, je vais vraiment arriver dans mon temps. Pour les HLM, effectivement, là, vous parlez des ventilateurs, mais en fait, toute la question d'avoir un milieu de vie, par exemple, en chaleur intense, de plus en plus, on va vivre des épisodes de chaleur. Donc, la Ville de Montréal va travailler avec l'OMHM, qui est vraiment l'OMHM qui est responsable de ces édifices-là. On a aussi un financement partagé avec le gouvernement du Québec. Donc, on va vraiment travailler avec eux pour faire en sorte que les personnes qui habitent là, dans les HLM puissent vivre confortablement pendant l'été parce que c'est de plus en plus difficile. Et je termine avec notre belle langue française. Donc, Madame Plante, là, nous avons fait notre premier en fait, plan d'action de Montréal, un plan d'action de valorisation de la langue française. On a maintenant une commissaire à la langue française. On a un comité de suivi aussi qui est présidé par Louise Arel. Ça a été annoncé il y a peu de temps. Et donc, on se dote vraiment des moyens, des actions pour protéger, mais surtout pour valoriser la langue française, qui est la langue commune de Montréal. D'ailleurs, c'est le premier article de la Charte de la Ville de Montréal. Montréal est une ville de langue française. Et comment aussi on est capable d'intégrer les personnes qui arrivent par le français. C'est un défi que nous avons, mais je pense que c'est un défi qu'on veut tous relever collectivement. Donc, je m'arrêterai ici, puis ça va me faire plaisir par la suite de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Madame Émilie Tuillier. Et maintenant, la parole est à vous, Monsieur Aref Salem. Oui, bonsoir à vous tous. J'aimerais commencer par vous saluer et de vous remercier surtout d'avoir répondu en grand nombre à cet appel, de ce débat. Donc, un merci tout particulier, Madame Ayas, à vous et à votre équipe. Et vous permettrez de les nommer parce que, bon, on sait tous que vous êtes des soldats invisibles,
vous contribuez bénévolement, comme ceux et celles qui vous ont précédés. J'ai une pensée spéciale au président honoraire, M. Henri Saloum, qui nous a quittés dernièrement. Et donc, le travail que vous êtes en train de faire au niveau de l'intégration, au niveau d'une citoyenneté responsable, c'est vraiment tout à votre honneur. Donc, j'aimerais juste prendre le temps un peu de saluer Mme Bassal, Mme El Khouri, M. Khouri, Mme Magda Boulos, M. Eli Kassisiya, Mme Jemma Hamawi, M. Aboud Zako, M. Fathi Hamoud, Mme Gina Wakil Hafar, Mme Antaki, et surtout Mme Nouchi Eloyan. Je ne sais pas si elle est parmi nous, mais j'ai une affection particulière pour Mme Eloyan. Elle est une des personnes qui m'a mis en politique et je vais être reconnaissant toute ma vie pour ce travail qu'elle a fait en 2004. Donc, j'aimerais juste, avant d'aller de l'avant avec les promesses que nous allons faire, ou ils ont déjà fait, j'aimerais juste faire un petit retour sur le bilan que nous avons fait, que moi j'ai eu en 2013-2017. Et je ne toucherai pas à tout ce qui a déjà été fait, mais je vais passer rapidement sur quelques points que moi-même j'ai eu le privilège d'aller de l'avant avec. Ça touchait le transport. On sait tous qu'on a un REM actuellement, et le parcours du REM qui passe par Saint-Laurent, nous avons réussi à avoir 5 stations qui passent dans notre communauté, et c'était un travail extraordinaire qu'on a fait. Dans le temps, on pensait amener le REM par le sud vers le centre-ville, mais on a réussi à l'amener par Saint-Laurent et à en profiter, la population et notre communauté, de ce passage-là. Nous avons réalisé un peu plus de 200 km de pistes cyclables quand j'étais au transport pendant le mandat, et on n'a pas eu nécessairement beaucoup de divisions au niveau de l'implantation de ces 200 km. Nous avons sauvé Bixi d'une faillite imminente, et on sait déjà à quel point Bixi fait partie de l'ADN de Montréal. Nous avons mis en place un réseau de recharge électrique au niveau de la ville au complet, et en 2020, on est supposé avoir au moins 1000 bornes électriques un peu partout, et on a changé certainement la gouvernance du transport en commun. C'est justement pour rendre le transport en commun beaucoup plus efficace et qu'on sauve un petit peu d'argent aussi. Et quand vous vous baladez dans les taxis à Montréal, la signature de Taxi Bonjour, c'est un peu un leg qu'on laisse pour la communauté. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'autres projets qui ont été réalisés, mais bon, je vous parle un peu du domaine où j'ai eu le privilège de contribuer. Si le passé est garant de l'avenir, et si on se base un peu sur notre bilan, vous pourrez juger par vous-même qu'une administration Coder pourra certainement redonner les lettres de noblesse à la ville de Montréal, et elle pourra réaliser les promesses que nous sommes en train d'annoncer dans notre plateforme électorale. Vous savez, Montréal possède de nombreuses cicatrices. On pense un peu à la clôture, par exemple, qui existe, qui sépare le boulevard Lacadie entre le secteur du parc Extension et la ville Mont-Royal. On pense aussi à l'autoroute des Caries, à l'autoroute Ville-Marie, qui enclave une partie des secteurs du centre-ville. Et ce sont juste quelques exemples qui sont dans notre communauté. Donc, nous avons pris un engagement, on a pris quelques engagements en fait. Il y en a d'autres qui vont être faites au fur et à mesure que la campagne avance. On parle nous, comme administration d'Ensemble Montréal, de Nicoder, on s'engage à mener une étude de faisabilité afin de recouvrir le boulevard des Caries entre les chemins Queen-Mary et Côte-Sainte-Catherine. C'est une annonce qui a été faite tout récemment, et en recouvrant ce boulevard, vous savez, vous comprendrez que les citoyens pourront se réapproprier un espace en aménageant un parc urbain verdoyant dans ce secteur, et on sait tous que ce secteur il a besoin de beaucoup d'amour. Par ailleurs, Ensemble Montréal, elle souhaite terminer le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie. Ce projet, il comprend aussi l'agrandissement du Palais des Congrès et de la place des Montréalaises au-dessus de l'autoroute, afin d'y aménager une grande place publique au cœur de Montréal pour nous tous. Donc, au centre-ville aussi, nous souhaitons développer un nouveau quartier mixte d'un potentiel de 10 à 20 000 logements, et qui mettra en valeur l'héritage d'Expo 67 et le patrimoine industriel. C'est un quartier qui est situé dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Le quartier sera un prolongement de l'expérience du Vieux-Port vers l'Ouest, le Sud et Canal la Chine. Le projet, il permettra aussi de redonner aux citoyens l'accès au fleuve avec l'aménagement d'une plage d'1 demi-kilomètre au bord de la jetée Mackay. Donc,
c'est une promesse qui touche le centre-ville. On en a certainement d'autres. Là, je vais toucher un peu plus l'habitation. C'est une promesse phare que Ensemble Montréal va de l'avant, et surtout pour contrer l'exode de la famille. Puis on sait que l'année passée, nous avons eu un peu plus que 35 000 personnes qui ont quitté la ville de Montréal, et je pense que ça a été un record quasiment, je ne peux pas dire de tous les temps, mais au moins des années où j'ai été en politique, on n'a jamais vu autant de personnes quitter Montréal en une année. Donc nous, ce qu'on propose, on propose le développement de 50 000 nouveaux logements au cours des 4 prochaines années. Et en effet, ces nouveaux logements pourront être construits, entre autres, grâce à des incitatifs mis en place. Une des incitatifs, une des mesures qui a été mise de l'avant la semaine dernière par notre parti, c'est de créer un fonds d'investissement d'impact de Montréal pour l'habitation sociale, communautaire et étudiante. Ce fonds d'investissement, il bénéficiera d'une enveloppe de départ de 25 millions de dollars que la ville de Montréal mettra de l'avant. Et notre parti est confiant que les partenaires institutionnels et privés, tels que par exemple les fondations philanthropiques, les fonds d'investissement privés ou les syndicaux, peuvent, ou les paliers du gouvernement aussi, ils pourront contribuer à ce fonds. Nous savons également que si on parle des taxes, le paiement des taxes, on sait que c'est un casse-tête pour plusieurs personnes. C'est pourquoi une administration d'Ensemble Montréal, elle va s'engager à permettre aux Montréalais et Montréalaises de payer leur compte de taxes foncières en 12 versements mensuels, sans intérêt, sans pénalité, et ce, dans les 100 premiers jours du pouvoir. Donc, notre parti sait aussi que le paiement et l'augmentation annuelle des taxes peut devenir un fardeau fiscal. Donc, surtout pour les personnes d'un certain âge, quand on touche la retraite, notre revenu il devient limité. Donc, c'est pourquoi que notre parti, Ensemble Montréal, on s'engage à autoriser le report du paiement de l'augmentation annuelle des taxes foncières pour les personnes de 65 ans et plus qui ont un revenu inférieur à 50 000 $ pour le premier million de la valeur de la résidence. Donc, les propriétaires n'auront qu'à payer cette augmentation lors de la vente de leur maison. Au niveau du transport en commun, donc, Ensemble Montréal, elle s'engage aussi à mettre en place la gratuité totale du transport en commun pour les Montréalais et Montréalaises de 65 ans et plus. Donc, de plus, notre administration, une administration éventuelle de M. Coder, elle va s'assurer de réintégrer le principe de la navette or qu'on avait déjà, mais on ira avec une nouvelle approche modernisée. Elle sera plus adaptée et elle répondra certainement aux besoins d'un service, avec un service qui est beaucoup plus personnalisé. On a parlé de l'aménagement des ascenseurs. Donc, nous, à notre avis, je pense que nous aimerions accélérer cette cadence-là. Je sais que j'avais déjà entamé ce projet quand j'étais au transport dans le temps. Et actuellement, je pense qu'il faut bonifier ce programme, ce plan de développement d'accessibilité universelle, en plus d'installer des boutons poussoirs afin de faciliter l'accès aux véhicules de l'ensemble des stations de métro sur notre territoire. En 2020, notre parti, au conseil municipal, nous avions déposé une motion pour équiper l'ensemble des HLM dédiés aux aînés de climatiseurs afin de lutter contre les canicules qui sont de plus en plus fréquentes avec ce changement climatique qu'on est en train de vivre. Dans le temps, l'administration de Projet Montréal a refusé notre demande. Il va donc de soi que notre parti, Ensemble Montréal, il va doter l'ensemble des HLM pour aînés montréalais de climatiseurs. Au niveau de la langue, ça fait des mois que notre parti milite pour que l'administration de Projet Montréal mette sur pied un conseil montréalais de la langue française. Or, il y a quelques semaines, comme ma collègue Mme Thuillier, elle a dit, l'administration a finalement reconnu la nécessité et elle a mis en place un tel conseil. Donc, je pense que notre travail dans ce dossier, il semble porter fruit. Je ne peux terminer mon discours sans passer sous silence la hausse marquée des violences des armes à feu. Et certainement, là, on parle d'un enjeu vraiment très préoccupant et il faut le prendre vraiment au sérieux. On a vu aujourd'hui à midi, par exemple, à Saint-Léonard, il y a eu déjà une personne qui est blessée par des tirs de feu. Donc, nous, on pense que notre administration ou l'administration d'une future administration d'Ensemble Montréal, elle va certainement assurer une saine gestion du corps policier et on va augmenter, on promet d'augmenter les effectifs sur le terrain.
Chez nous, il n'y aura pas de question de désarmer ou de financer la police, comme le souhaitent certains candidats et militants de Projet Montréal. Nous, on est déjà clair là-dessus. On va certainement augmenter les effectifs. La sécurité, c'est un enjeu où il ne devrait pas être politique. C'est un enjeu où notre communauté doit vivre en paix, en sécurité, et nous mettrons toutes les ressources nécessaires pour aller de l'avant avec une augmentation d'effectifs pour vraiment contrer cette violence qui existe. Il y aura un travail qui va être fait aussi avec le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, mais on aura certainement un travail à faire au niveau municipal, puis je pense que l'engagement, il est clair aussi. Donc, vous savez, dans un discours d'un élu, la plus belle phrase, c'est « en terminant ». Donc, je vous dirais en terminant qu'Ensemble Montréal est certainement, on considère que c'est le parti pour une relance économique forte. D'ailleurs, on a déjà vu le travail qui a été fait dans les années en 2013-2017 et on sait qu'en 2017, on a vécu une année vraiment spéciale, extraordinaire au niveau boom économique, au niveau boom touristique. Malheureusement, la COVID, elle est là, mais certainement, nous avons une équipe de gestionnaires, une équipe de candidats qui sont des gestionnaires, des chevronnés, expérimentés. Nous avons, je pense, la profondeur et l'expérience nécessaires pour gérer notre ville, notre belle ville. Et nous sommes engagés à gouverner certainement pour l'ensemble de la population de Montréal. Donc, moi, je pense que j'ai pris un peu moins que 15 minutes, mais je suis toujours là à l'écoute. Si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. Merci. Merci, M. Arif Salem. Maintenant, c'est place aux questions. Nous avons déjà reçu 3, mais chers auditeurs, sentez-vous libres de lever la petite main pour parler ou bien de l'écrire comme ceci sur le chat. La question s'adresse bien sûr à vous deux. On va demander à Madame Thuillier de répondre, puis à Monsieur Salem. Elle rejoint la question de sécurité. Les enjeux de sécurité pour les citoyens nous préoccupent pendant que les fusillades sont devenues à la mode dans certains quartiers. On entend des voix qui demandent à couper les budgets de la police. Qu'est-ce que votre parti compte faire? Madame Thuillier, allumez votre... Merci. Oui, merci pour la question. C'est une question qui nous préoccupe grandement, je vous dirais aussi, et que notre mairesse a pris à bras le corps. C'est la personne qui a été la plus vocable dans tout le Québec concernant les armes de poing. Et vous avez sans doute vu la mairesse s'allier avec 4 autres maires de grandes villes du Québec pour demander pendant les élections fédérales au fédéral de bannir les armes de poing parce que, assurément, c'est le gouvernement fédéral qui est le mieux placé pour faire ce geste. Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait avoir des armes de poing dans nos rues, dans nos villes. Ce n'est absolument pas nécessaire. On n'est pas aux États-Unis. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du budget de la police. Le budget de la police, il a diminué sous l'administration Coder précédemment. Sous l'administration Projet Montréal, le budget de la police n'a jamais diminué. Il a même été augmenté. Et dans les annonces que vous avez vues récemment, il a encore été augmenté pour des équipes très particulières. Des équipes pour résoudre les crimes. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, des fusillades qui ont eu lieu à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Il y a des criminels qui ont été arrêtés aujourd'hui parce que nous avons donné des effectifs supplémentaires à la police pour résoudre des crimes. De l'argent supplémentaire aussi pour les crimes, les gangs, les bandes de criminels, parce que c'est vraiment un problème qu'on voit en ce moment. Et on travaille avec le gouvernement du Québec parce que ces annonces-là ont été faites de concert avec le gouvernement du Québec qui donne aussi de l'argent dans ces budgets-là. Et je vous dirais aussi, on a ajouté un budget pour la prévention de la violence chez les jeunes. Parce que c'est aussi, il faut s'attaquer pas juste au problème, mais à la racine du problème. Donc, de soutenir les organismes communautaires au départ qui font du travail avec les jeunes, prévenir la violence, c'est à notre sens aussi important d'aller soutenir les organismes communautaires en même temps que la police.
Merci, Madame Tuillier. Monsieur Salem, le budget de la police? Oui, on sait déjà que sous l'administration actuelle, il y a 84 policiers d'au moins qui existent actuellement. Donc, on sait qu'il y a déjà eu des coupures. Peut-être que le budget, il n'a pas été coupé, mais il y a moins de policiers sur le terrain. Donc, il y a un engagement qui a été pris par l'Ensemble Montréal d'embaucher plus de policiers. La fraternité, elle dit qu'il manque à peu près 250 policiers sur le terrain. Donc, il y aura un travail qui doit être fait pour voir le nombre exact, puis augmenter, surtout au niveau des enquêtes. Quand on parle de crime organisé, ça prend des enquêteurs qui vont aller vraiment loin dans les enquêtes. Et c'est un travail qui doit être fait par la Ville de Montréal. Nécessairement, il faut peut-être aller vers des lois qui vont abolir le transport des armes, qui vont abolir les armes dans les villes. Et ça, c'est de l'essor du Québec et du fédéral. Il y a certainement un travail qui doit être fait au niveau local et l'embauche des policiers peut se faire au niveau local sans nécessairement passer par Québec ou le fédéral. Il y a une chose aussi que j'aimerais toucher. Vous savez, je sais qu'il y a eu à un moment donné un définancement de la police. Il y a des propositions qui sont venues des candidats, pas des candidats, mais des militants de Projet Montréal pour le définancement de la police. Il y a certainement un candidat actuellement qui a déjà dit qui a déjà parlé pendant 22 ans contre la police. On parle de générations qui ont été formées par ce candidat contre la police. Et je pense qu'il faut faire attention à un moment donné, quand on embauche des candidats, le message doit être aussi cohérent, puis il faut qu'on soit vraiment à égal, si on veut, entre ce qu'on est en train de proposer et ce qu'on a aussi comme candidat. Merci. Une question sur le recyclage. Le recyclage et le compostage n'est pas efficace. Plusieurs sacs compostables ne le sont pas vraiment. Le projet vers Recycle demeure un pilote. Les gens pensent bien faire, mais finalement, tout va aux poubelles. C'est quoi le plan? Cette fois-ci, on commencera par M. Aref pour la réponse. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je pense on ne peut pas dire que le tout n'est pas bon. Oui, il y a certainement du travail à faire. Moi, je vous dirais au niveau de Saint-Laurent, parce que je connais déjà, j'habite dans un condo, puis aujourd'hui, on est en projet pilote pour le compostage dans des immeubles chez nous. On sait déjà qu'on a distribué les bacs de compostage à travers tout ce qui est Wittex et moi, et on sait que les gens n'ont pas adhéré efficacement à ce programme-là. Donc, ce qu'on a fait cet été, on a embauché 2 jeunes étudiants et ils ont frappé aux portes des personnes qui ne compostent pas actuellement ou qui ne font pas le recyclage comme il faut. On sait que le taux de recyclage qui existe dans notre communauté, il est de 60% à peu près. On sait aussi que le compostage se fait à 26%. Donc, il y a encore un long chemin à faire, surtout de formation et d'éducation. Et le travail que nous avons fait et nous allons continuer de faire, c'est vraiment d'aller de l'avant avec de l'information porte à porte, avec des étudiants qui vont frapper aux portes des gens pour les sensibiliser. Et nous sommes actuellement en projet pilote pour tout ce qui est 8 logements et plus. D'ailleurs, mon immeuble, il est déjà aujourd'hui sous ce projet pilote. Et éventuellement, d'ici 2025, tout ce qui est à Saint-Laurent serait muni d'un programme de compostage dans notre communauté. Donc, préparez-vous. Madame Tuillier, votre micro. Oui, bien, écoutez, il faut travailler sur plusieurs fronts, mais un des axes majeurs, c'est le compostage. C'est vraiment, vraiment, vraiment important d'aller 100% notre compostage. D'ailleurs, ça sera l'objectif du gouvernement du Québec. C'est vrai qu'au début, il y a des gens qui ont eu de la difficulté à comprendre quel sac que je peux utiliser. Il y en a des biodégradables, d'autres des compostables. Il faut vraiment utiliser les compostables. Bon, puis après, les arrondissements mettent en place toutes sortes de stratégies pour faire de l'éducation. Donc, Aref en a parlé de certains. Nous, on a notre brigade de Ville en Vert. Quand on implante le compost, on a des jeunes qui passent, qui ouvrent les bacs de compostage, qui vérifient si c'est bien fait. Si c'est bien fait, ils donnent des félicitations. Si ce n'est pas bien fait, ils donnent un papier aux gens pour dire
voilà comment vous devez le faire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va continuer à travailler, donc autant dans l'implantation que dans la sensibilisation, et aussi de travailler sur des usines à Montréal, parce que là, notre compostage, on l'envoie loin, loin, loin. Puis ça fait des gaz à effet de serre aussi. Donc, on construit des usines, notamment à Saint-Laurent. Il y en a une, puis il y en a une autre ailleurs aussi. Donc, de faire en sorte qu'on puisse traiter notre compostage sur l'île de Montréal pour réduire les émanations de gaz à effet de serre des camions qui transportent notre compost. Pour le verre, vous êtes bien informés. Donc, effectivement, le projet Vert Cycle, c'est un des projets du budget participatif d'Annecy-Cartierville. Donc, c'est le seul projet vraiment pilote de la Ville de Montréal pour le verre. Puis, c'était en attendant la consigne du gouvernement du Québec qui viendra par la suite. Donc, je vous invite tout le monde à aller, par exemple, au marché central à côté de la SAQ Dépôt. Là, il y a un gros conteneur et puis vous pouvez mettre votre verre là-dedans et votre verre va servir à refaire du verre, notamment à l'usine de OI qui est dans le sud-ouest de Montréal. Donc, vraiment, on boucle la boucle. Mais entre-temps, justement, là, le gouvernement du Québec a lancé son projet pilote de consigne. Donc, la consigne, c'est très, très, très important aussi parce que ça permet même de ne pas détruire les bouteilles et de les réutiliser directement. Donc, ça va être quelque chose de très important dans les prochaines années. Le verre, après, dans le bac de recyclage, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est ce que je viens de nommer, mais sachez quand même que le verre dans le bac de recyclage ne va pas dans les poubelles. Il est utilisé comme matériau de remblai. Il est utilisé, mais ce n'est pas l'option, ce n'est pas l'utilisation optimale qu'on doit lui donner. Hein. En école, on a tous appris là, que le verre était recyclable à l'infini. C'est ça qu'on essaie de faire avec la consigne et avec notre projet là, de dépôt volontaire du verre. Merci. Voilà une question. À propos de la promesse de ne pas hausser les taxes de plus que l'inflation, est-ce qu'on parle du taux de taxation ou du montant à débourser par le propriétaire? C'est que la valeur des maisons a augmenté, alors même si le taux de taxation n'augmente pas du tout, la valeur des taxes va augmenter. Est-ce que j'aimerais répondre en premier? Monsieur Oui, Salem. je peux bien y aller. Allez-y, Madame Tuillier. Allez-y. En fait, c'est une très bonne question et c'est vraiment le taux de taxation. Et le taux de taxation, il est calculé sur l'ensemble de la population montréalaise. Et je vous invite à chaque fois que la Ville dépose un budget, il y a des statistiques. Chaque année à Montréal, il y a un pourcentage vraiment important de gens qui ont une baisse de taxes. Il y a des gens qui ont zéro taxe, là, qui stagnent, puis il y a des gens qui ont des augmentations de taxes. Et ça, la différence est causée par les quartiers qui sont plus en demande, on va dire ça comme ça. Comme cette année, là, ceux qui ont été touchés le plus, c'est Verdun. Donc, pour un taux de taxation de 2 pour l'ensemble de la ville de Montréal, en fait, l'augmentation de 2 ça a créé moins 2 pour des gens, 0 pour d'autres personnes, 1,5 ou 10 pour certaines personnes. Donc, ça, c'est la limite de notre fiscalité montréalaise, c'est la limite de ce qu'on n'arrive pas à dire. Parce que la Ville, en fait, ce qu'on a le droit de faire dans la loi, c'est de fixer un taux de taxe pour l'ensemble des résidents. Et après, effectivement, l'évaluation foncière joue. Donc, ça dépend après dans quel quartier vous êtes. Mais l'objectif, c'est de garder l'inflation pour l'ensemble de la population montréalaise. Et c'est une moyenne. Si vous permettez, juste pour répondre à la question, parce que je pense que la madame qui a posé la question, elle est en train de dire qu'il y a une évaluation qui augmente, donc on paye plus. Mais normalement, le taux de taxation, il baisse pour que ça soit juste en moyenne 1,7 ou 1,9 ou 2%, ce qui est le taux d'inflation. Donc, si l'évaluation monte, le taux de taxation baisse pour que l'augmentation ne soit pas au-delà du taux. Je parle en moyenne. Ce que Émilie a déjà expliqué, ce que Mme Tuillier a déjà expliqué, c'est justement pour la moyenne, mais le taux, si l'évaluation augmente, le taux diminue, puis on tombe dans la moyenne. Là, on tombe dans un taux qui est l'inflation. Merci.
La prochaine question. Certains chantiers de construction, réparation de routes traînent dans le temps et le trafic s'en ressent. Quels moyens on peut prendre pour que les contracteurs soient plus performants? On va commencer par vous, M. Salem. Oui. Nous, dans le temps, on est conscient que c'est un problème et on est conscient aussi qu'il y a un retard à peu près de 40 ans d'investissement. Puis on sait déjà que des fois, sur nos routes, on est confronté à des problèmes d'urgence. Un tuyau qui explose à un moment donné, il y a des choses qui peuvent arriver dans nos routes parce que nos infrastructures sont vraiment très anciennes. Je peux vous donner un exemple, juste la rue Sainte-Catherine, les égouts qui sont là, ils dataient de 1889. Donc, il y a certainement un travail qui doit être fait. Maintenant, il y a une coordination qui doit être faite. Et moi, je pense que dans le temps, on avait commencé à mettre en place cette coordination. On a créé le Centre de gestion de mobilité urbaine, justement pour essayer de regarder à travers les 615 caméras qui existent sur nos routes, de voir comment on peut ajuster, par exemple, comment on peut répondre à des problèmes d'urgence qui peuvent arriver, comment on peut voir un promoteur, par exemple, un soumissionnaire, un contracteur qui n'est pas sur le chantier à l'heure voulue ou qui a fermé 2 voies au lieu de fermer une seule voie pendant les travaux. Je sais que Mme Tullier et Projet Montréal, ils ont mis en place aussi l'escouade de mobilité actuellement, mais il y a un travail qui doit être fait. On dit on ne peut pas faire des œufs sans casser des œufs, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et je pense malheureusement, on doit casser ces œufs, on doit faire des travaux. Il y a certainement une meilleure coordination à mettre en place, puis il y aura certainement des travaux qui doivent être des plateformes technologiques qu'on peut utiliser éventuellement pour améliorer le sort de nos citoyens dans les chantiers. Merci. Madame Tuillier. Oui, ça tombe bien dans l'ordre parce que je vais aller dans la chronologie. Donc, justement, cet outil informatique plus performant, bien, il existe depuis 7 années. Nous l'avons mis en place. Ça s'appelle Agir. Donc, c'est un outil technologique qui permet pour la première fois, ça a l'air bizarre de le dire, là, mais on ne le savait pas avant, d'avoir pour la première fois tous les chantiers actifs visibles en même temps pour les personnes qui coordonnent les travaux. Avant, c'était géré d'une autre façon avec des tableaux Excel et toutes sortes de choses. Donc, on n'arrivait pas à voir en temps réel les travaux. Là, on est capable de voir en temps réel les travaux. Ça aide beaucoup. Mais comme disait Aref, il n'y a personne qui a de baguette magique, puis il y a un sous-investissement incroyable dans nos réseaux, surtout d'aqueducs et d'égouts. Il faut, puis en plus, on a le plan. Puis je vous dirais, la question du plan, on l'a pris vraiment, c'est important, et on a annoncé que d'ici 2030, on veut changer toutes les canalisations en plomb. Ça a l'air long 2030 pour ceux qui ont du plomb, mais c'est justement parce qu'il y a tellement de rues à Montréal où il faut changer les canalisations de plomb qu'il faut les espacer dans le temps. Sur des travaux qui durent trop longtemps, je vous dirais que on pourrait en parler pendant vraiment longtemps et c'est un équilibre à trouver entre le nombre de travaux, le prix qu'on est prêt à payer comme société et la robustesse du marché de la construction. En ce moment, on l'a vu avec la COVID, là, tout le monde construit dans sa maison. Je dirais, à l'arrondissement, on a reçu 2 fois plus de demandes de permis pour des constructions résidentielles et tout ça. Le monde de la construction est arrivé un peu à saturation, puis même dans les rues, là. Donc, de demander plus d'exigences. Parce qu'en ce moment, les exigences, c'est par exemple pour un travail de refaire une conduite d'aqueduc, par exemple, c'est étalé sur à peu près 2 mois. Parce qu'il faut installer un système d'aqueduc temporaire, d'abord pour donner l'eau aux gens, ensuite creuser, ensuite faire des choses. Bref, je vous passe toutes les étapes, mais ça prend à peu près 2 mois pour faire ça. Puis si on mettait des contraintes vraiment plus importantes, par exemple, vous avez juste 1 mois pour faire ça au lieu de 2 mois, mais là, le prix serait beaucoup plus élevé et on aurait peut-être moins de concurrence. Et donc, on viendrait peut-être rompre l'équilibre. Donc, c'est vraiment un équilibre que les gens en approvisionnement à la Ville de Montréal essaient de balancer pour avoir des travaux de qualité, parce qu'il faut aussi les surveiller. On veut des travaux de qualité qui vont durer dans le temps, mais que les travaux ne durent pas si longtemps que ça, mais qu'on ne les paye pas un prix de fou non plus.
parce que ça coûte cher les travaux de l'eau. Là, on en a pour 1 milliard là, et plus chaque année. Donc, vous voyez, là, des fois, c'est des décisions difficiles, je vous dirais, des dilemmes là, qui ne sont pas faciles à résoudre. Là. Merci. La prochaine question se lit comme suit. Montréal doit demeurer une métropole, mais elle doit aussi demeurer une ville francophone québécoise. Au niveau municipal, y aurait-il moyen d'encadrer le multiculturalisme? Madame Tuillier? Bien, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Dans la Charte de la Ville de Montréal, l'article 1, c'est Montréal est une métropole francophone, une ville francophone. Montréal est très actif d'ailleurs pour la francophonie mondiale. Moi, j'ai eu l'occasion, juste avant la COVID, en décembre 2019, de représenter notre mairesse et la Ville de Montréal au congrès de l'Association internationale des maires francophones et ça avait lieu à Phnom Penh, au Cambodge. Donc, Montréal est vraiment reconnu, puis on est la grande ville francophone d'Amérique du Nord. Puis je vous dirais que dans ces événements internationaux, les gens sont contents de voir Montréal parce qu'ils sont contents de voir l'Amérique du Nord autour de la table du monde francophone. Donc vraiment, on a une grande place à l'international, on la prend, on la revendique. Et quand on est dans notre ville, mais c'est pour ça qu'on a adopté pour la première fois un plan d'action pour la valorisation du français dans la ville. Parce que oui, il y a des gestes qu'on peut poser, par exemple, comme employeur à la Ville de Montréal. On peut aussi, dans nos communications à la Ville, poser des gestes, mais il y a toute une portion qui nous échappe, qui relève là, plutôt du gouvernement du Québec, l'Office, par exemple, de protection de la langue française là, qui relève du gouvernement du Québec. Et donc, c'est notre façon de voir les choses, de promouvoir le français, de faire en sorte qu'on puisse vivre aussi Montréal en français, d'avoir nos entreprises, nos programmes de développement économique aussi en français pour que nos entreprises puissent se développer avec notre français comme langue commune. Merci, M. Saleh. Oui. Y aurait-il moyen d'encadrer le multiculturalisme? Juste vous dire que Montréal, pour nous, c'est une ville francophone, puis elle sera toujours une ville francophone. Maintenant, il y a certainement beaucoup d'immigration qui arrive à Montréal et on parle de multiculturalisme, mais moi, je pense qu'on devrait commencer à parler plus d'interculturalisme. Quand on parle d'interculturalisme, c'est qu'on s'ouvre entre communautés l'un à l'autre. Vous savez, Montréal, elle a été bâtie par l'immigration. Montréal, elle a déjà, les personnes immigrantes, depuis qu'ils sont arrivés ici jusqu'à aujourd'hui, ont fait de ce que Montréal est aujourd'hui. Donc, le travail doit être fait pour continuer peut-être à s'ajouter, à s'additionner, surtout à s'ouvrir, parce que bon, on vit dans des quartiers, on vit avec des personnes qui viennent de partout dans le monde, et cette ouverture, elle est extrêmement nécessaire pour qu'on n'ait pas peur, pour qu'on continue à vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il est vraiment primordial actuellement à la vie. Maintenant, il y a certainement des offres à donner pour les personnes qui viennent d'arriver, qui sont dans le besoin. Je pense que vous faites un excellent travail là-dessus. Vous pouvez nous donner des leçons même là-dessus. Merci. Merci. Il y a une question qui vous est adressée à tous les deux. Le candidat, M. Holnest, parle de Montréal comme un city-state, une ville-État, pour essentiellement avoir une plus grande autonomie. Que penser de l'idée ainsi que la division grandissante entre Montréal et le reste du Québec? Madame Tuillier? Oui, ben en fait, ben là, dans l'ordre chronologique, peut-être qu'Aref aurait pu parler en premier, mais avant 2017, là, on a eu une entente avec le gouvernement du Québec, Réflexe Montréal. Puis il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé là-dedans, mais pas tout. Puis je vous dirais, au gouvernement du Québec, je pense qu'ils comprennent encore pas bien Montréal, dans tous les domaines. Ah, on est comme pourtant, on est tellement important quand même, mais peut-être que le fait que le gouvernement du Québec soit à Québec, peut-être que Montréal est incomprise. Donc, je peux vous dire, puis ça, là, je pense que c'est vraiment tout parti confondu. Les élus municipaux montréalais et les députés aussi montréalais font un travail
quotidien pour expliquer la réalité montréalaise auprès du gouvernement du Québec. La Ville de Montréal et la Ville de Québec ont obtenu des pouvoirs supplémentaires. C'est à nous de les utiliser. Je vous parlais tout à l'heure du règlement pour une métropole mixte. Donc, on l'a utilisé dans le domaine du logement. On l'utilise dans d'autres domaines. Je ne pense pas nécessairement que Montréal doit être une cité-État. Je ne pense pas qu'on en soit là. Mais par contre, oui, il va falloir continuer à faire en sorte que la Ville de Montréal soit reconnue pour ce qu'elle est, la locomotive économique du Québec, le pôle de développement premier. Puis, c'est sûr qu'on est un peu différent du reste du Québec, mais peut-être de moins en moins. Puis je pense que c'est ça qui doit changer aussi ailleurs au Québec, pas tant Montréal qui doit changer, mais l'ensemble du Québec pour notamment, par exemple, s'ouvrir au monde. Donc, je pense que Montréal est souvent un exemple pour d'autres villes du Québec. Puis bon, c'est sûr, on est plus gros, donc on a peut-être plus de capacité à faire des choses puis à innover. Mais c'est sûr, je pense qu'il restera toujours une petite tension Montréal-Québec. Je pense qu'on ne s'en sortira pas. Monsieur Salem? Oui, moi je ne pense pas qu'on est dans le fait de citer État. Puis, tu sais, je ne veux pas être ni populiste, ni lancer quoi que ce soit. Moi je pense que Montréal, en 2017, moi j'ai participé à l'élaboration de la loi sur Réflexe Montréal. On a travaillé dans le temps avec M. Moreau quand il était le ministre des Affaires municipales. Et on a eu une loi qui reconnaît Montréal à sa juste valeur dans le temps. Puis on parle de Réflexe Montréal, ce que Mme Thuillier a déjà parlé. Donc, on a réussi à avoir ce qu'on avait besoin en 2017. Maintenant, il n'y a rien qui est figé dans le temps. Et les besoins changent avec le temps. Et certainement, il doit y avoir un contrepoids éventuellement. Puis il doit y avoir aussi un travail qui est fait de tout instant, puis quotidien quasiment, je peux le dire, pour vraiment faire comprendre à Québec que 25% de la population vient de Montréal, mais il y a 52% du PIB qui vient d'ici. Et donc, il y a énormément d'emplois, on crée de la richesse pour que nous tous puissions vivre avec les programmes sociaux que nous avons. Donc, ces spécificités à Montréal doivent être reconnues par le gouvernement du Québec et il y aura certainement un travail de tout instant à faire. On l'a fait en 2017, puis je pense qu'il doit y avoir aussi un renouvellement, je dirais peut-être tous les 5 ou 10 ans, qu'on regarde un peu c'est quoi les besoins, puis qu'on s'ajuste avec. Merci. Moi, je ne vois plus de questions dans le chat. Mes chers amis, vous pouvez maintenant allumer vos caméras. C'est une période libre. Si vous voulez allumer vos caméras et vos micros, on pourra se dire un petit bonjour pendant que vous le fassiez. Entre-temps, moi, j'aimerais bien remercier au nom de l'entraide Bois de Boulogne, Madame Émilie Thuillier du Parti Projet Montréal, Monsieur Aref Salem du Parti Ensemble Montréal, d'avoir pris de leur temps pour venir nous rencontrer et nous expliquer leur point de vue et leur position. Et nous leur souhaitons bonne chance. Et vous, chers amis, n'oubliez pas d'aller voter. C'est important, le 7 novembre. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre écoute. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, au plaisir de vous revoir en présence. Merci oui, beaucoup. On attend le présentiel. Allumez, les amis, allumez vos vidéos. Ça serait le fun de vous voir. Moi, j'ai envoyé Astomute, mais on s'habitue petit à petit au fonctionnement du Zoom. On va dire voilà. Vive Montréal. Et vive Montréal. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Merci. Merci. Bonne soirée. Bye. 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 Bye.